Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer. Bienvenue à édition 62. Nous sommes le 22 avril 2015. 22 avril, une date importante qui fait remonter de nombreux souvenirs du temps de la dictature de François Duvalier. C'est un 22 avril 1922 qu'est né Jacques-Stéphane Alexis au Gonaïves et mort en avril 1961. Écrivain, homme politique et médecin haïtien qui s'est illustré par sa résistance à la dictature de François Duvalier, par son œuvre romanesque ainsi que pour sa définition novatrice d'un réalisme merveilleux propre à la littérature de la Caraïbe. En 1961, il passe à Moscou à la rencontre des représentants des partis communistes de 81 pays afin de recueillir un soutien international à la résistance au régime de Papadoc et co-signer la déclaration des 81 au nom des communiste haïtien. La même année, il est reçu à Pékin par Mao Tse-tung qui saluera une intelligence puissante et une tête politique. Débarqué clandestinement en avril 1961 sur la côte nord-ouest d'Haïti, près du môle Saint-Nicolas, où Christophe Colomb avait lui-même touché terre américaine en décembre 1492, il est trahi, attendu par quelques miliciens du côté de la plage de Bombardopolis. C'est en ce sens qu'une conférence débat sera tenue autour du thème Occupation et internationalisme en Haïti, initiative du Rassemblement des socialistes du parti Contra-Pepla. Cette activité initiée par le parti Racine Campepla vise à faire la lumière sur les 100 années d'occupation de la République d'Haïti et également pour marquer la mémoire du patriote et militant internationaliste Jacques-Stéphane Alexis, assassiné par le régime duvalieriste en avril 1961, tour à tour Camille Chalmers et Reynolds Sanon, respectivement porte-parole et membres du secrétariat exécutif du parti Contra-Pepla. Dans la conférence débat, nous avons réfléchi sur Coquin Chaîne Héritage Jacques-Stéphane Alexis, qui fête le 22 avril 1922 et que François Duvalier assassiné en avril 1961, qui quittait pour nous Coquin Chaîne Héritage comme militant, comme créateur, comme artiste, et comme militant qui était quoi dans le pays, qui était disposé pour la bataille, pour libérer le pays, et qui était en aucun chaîne héritage tout sur le plan politique et organisationnel. Deuxième aspect conférence a gagné, c'est que nous pourrons dans quelques jours pour nous remémorer 50e anniversaire débarquement militaire dominicain en République dominicaine, le 28 avril 1965, côté au débarqué 42 000 hommes pour qu'à tout founet révolution démocratique populaire qui t'a faite là et qui le 24 avril te font une grosse victoire militaire pour rétablir la constitution et le respect des lois. Donc intervention militaire ça permet de nous comprendre plus bien contexte géopolitique là et différents instruments et outils que l'impérialisme américain a utilisé pour dominer le peuple caraïbe. La fin de songer tout qu'aucune chaîne réponse internationaliste que intervention ça a été jointe notamment avec présence des militants haïtiens qui baillent vie dans défendre dignité peuple dominicain. Et troisièmement, important pour nous faire connexion entre intervention militaire en Haïti 1915, intervention militaire République dominicaine 1965, intervention MINUSTA 2004 et intervention aujourd'hui dans le pays d'Haïti avec présence occupation militaire ça en 2015. Nous-mêmes, dans le Parti Campepla, ça fait 1 an et demi, nous avons fait des activités de réflexion, des activités de sensibilisation, d'information et de mobilisation autour de centenaire invasion américaine. Pour nous, est-ce que centenaire ça pourra marquer un dernier point dans le processus de domination américaine? Depuis 100 ans, militaires américains débarquent dans le pays d'Haïti et on met en série de mécanismes de domination financière, économique et politique côté que pratiquement plus gros levier de décision dans le pays, c'est dans les mains liées. Il est le temps pour nous cabaret avec occupation, il est le temps pour nous tirer bilan négatif côté que c'est système ça qui mettait pays en janvier la jodi et pour nous capable réfléchir ensemble qui j'en pour nous sortir de situation d'occupation ça. Et nous réfléchir sur stratégie pour nous sortir de l'occupation, question internationaliste fondamentale. Donc c'est ça qui fait que nous avons profité pour nous réfléchir tout sur bataille démocratique et populaire peuple dominicain, bataille démocratique et populaire peuple haïtien et qui tâche et responsabilité que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui pour libérer le peuple haïtien. Monsieur a continué et organiser étudiants même les par exemple et
junte militaire et qui te mettait les squatters, ils te prend pouvoir, ils organisé une élection faux mamite et Jacques-Stéphane Alexis te contre forme élection ça et militaire était organisé pour estimer te monter sous pouvoir. Nous dit Jacques-Stéphane Alexis c'était un intellectuel conséquent. Nous connaissons qui écrit divers livres. C'est Compère Général Soleil, un véritable chef-d'œuvre. Mais en fait, Jacques-Stéphane Alexis, nous dit comme intellectuel conséquent et engagé, monsieur pas écrit de bagaille fiction, c'est pas un rêve. Donc, mais c'est sous base réalité, sous base c'est problème pays à monsieur exprimé. Ouais, dans tout ça l'a écrit. Ouais, dans tout texte li, et bien nous joignent ces problèmes peuple haïtien, problème grand goût, problème chômage, problème sous-développement, problème politique chirépite qui gagne dans question politique en dans pays. Et monsieur toujours engagé dans la bataille, dans tout ça l'a fait, eh bien c'est moyen bataille contre système non, contre gouvernement qui est en place, contre système et impérialiste international. Le représentant de la plateforme Justice, André Michel, embarrassé par les questions des journalistes, a confirmé à la presse ce mercredi la révocation de son visa américain par l'ambassade américaine en Haïti. Les motifs avancés par l'ambassade sont toujours inconnus. Il affirme que l'ambassade lui propose de reformuler une nouvelle demande de visa au besoin. Maître André Michel, opposant farouche au pouvoir en place, qualifie cette démarche de manœuvre politique visant à l'affaiblir à l'approche des élections. Et pas de monde qui attend à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier matin, c'était 21 avril 2015 là, il était vers 11h38, les gens recevoir un appel de un monde qui travaille dans l'ambassade américaine, évidemment avec la courtoisie qui a toujours été la mienne. Moi, parler avec mon nom, lui dit deux bagailles. Premièrement, Monsieur André Michel, je vous informe que votre visa américain a été annulé. Et deuxièmement, si vous avez besoin de l'autre visa, vous êtes capable de remplir les formalités pour joindre l'autre visa. Maintenant, moi, je prends une nouvelle là, je recevoir lui. Évidemment, nous tous sommes d'accord avec moi. Ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas le visa américain. D'ailleurs, je n'ai toujours un visa américain. Ce qui est plus important pour moi, c'est la capacité pour me déplacer sur Port-au-Prince, aller dans le département sud-est, aller Jacmel dans le pays. Capacité pour me déplacer sur Port-au-Prince, aller au Cap-Haïtien, pour me déplacer sur Port-au-Prince, aller de tous côtés dans le pays d'Haïti, aller dans le département Nip, aller dans la ville Okaï, aller dans le nord-est, dans le nord-ouest. Pour moi, c'est ça le plus important. Cependant, nous ne sommes pas capables de quitter ça passé sans nous pas fixer position nous sur ça passé. Mais je dois vous dire en passant que jusqu'à cette présente seconde, je n'ai pas encore les motifs sur lesquels je basé pour dire je prends telle ou telle décision. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est quel est le sens de cette décision. Tout le monde connaît en général qui catégorie de monde qui est américain coupé visa. Je ne suis pas un trafiquant de drogue, moi pas un trafiquant d'organes, moi pas un trafiquant d'armes, moi pas un terroriste, moi pas représenter une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique, moi pas représenter une menace pour le monde entier. Et vraiment, et ça fait me penser que de toute façon, il y a une responsabilité pour fournir des explications. Parce que, écoutez, moi-même, ça me capable de dire. Ça qui passe, il y a un pile monde qui relève un peu partout, à travers le pays. Cap mandem, qui ça a passé. Moi, je dis, écoutez, je dis à André Michel a toujours été, même André Michel, il était toujours hier. C'est même monde qui a toujours été.
c'est pas un visa américain moi te gagné qui te confirme toujours à défendre intérêt population. Même si visa américain coupé, même si yo recoupé encore, même si yo pas jamais baili, m'a toujours resté dans même ligne de combat nan. La fièvre électorale se répand de plus en plus dans le pays. Environ 24 heures avant la fermeture d'inscription pour les prochaines législatives, les candidats à ces élections continuent de se bousculer au portillon du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 sur la route de Frères pour faire le dépôt de leurs pièces. Jean-Tolbert Alexis du parti politique Pont, Antonio Cherami Doncato et Alex Didier Fils-Aimé de la plateforme Vérité se sont fait inscrire ce mercredi en vue de briguer les 2 sièges vacants au Sénat pour le département de l'Ouest. Les 3 prétendants promettent de mettre à profit leurs compétences et leur savoir-faire au service de la communauté haïtienne à travers des textes de loi susceptibles d'améliorer leurs conditions d'existence. Tour à tour, Antonio Cherami et Alex Didier Fils-Aimé. Parce que nous sommes toujours là pour nous contribuer, pour nous participer, pour nous porter bonne image, bon son pour le peuple là. Et pour qui ça me là, je dis, je pense que je suis toujours là. Comme artiste. Et je fais vivre, je chanter. Tout le temps, je chanter et je garde le système dans moi aujourd'hui là, il vient plus mal. Côté, nous réalisons pas que le monde là vraiment café pour contre lui. Et je pense que mes pas cadeau vraiment important aujourd'hui pour nous mettre dans la patte là parce que je pense qu'il y a pile de monde qui compte sur moi, il y a pile de monde qui croit dans moi. Et je dis à m'obliger de mettre même pour m'aider les gens. Je pense que c'est ça qui première raison pour pousser et pour une initiative ça je dis. Et l'autre bail qui est important, j'aime toujours dire, m'inviter tout le monde net venir dans Bomboa. Parce que c'est Bomboa. Et là, je parle des bonbons, je ne parle pas de petits groupes, non. Je parle de, depuis la création, la tête est toujours gagnée, on bon. On mauvais là dans le bien et le mal. Mais je pense que aujourd'hui, c'est le moment pour nous, mêmes haïtiens, pour nous choisir bien, pour nous déposer mal là. De pour choisir mal là, pour nous mauvais bois. De pour choisir bien, pour nous bon bois. Moi-même, c'est comme ça m'interpréter, c'est comme ça me vendre. Je ne suis pas obligé de me faire pour nous bon bois, mais je connais moi-même, c'est sous route ça. Je profite de l'occasion pour me dire, tout fan, moi, tout le monde qui a supporté Don Kato, nous pas dans la violence. Nous pas tirer point sur le monde. Même gens j'ai droit pour candidat, on l'autre fois j'ai droit tout pour le candidat. Nous pas pour nous shooter sur lui, nous pas le faire bagaille propre. Et je pense que c'est une raison que fait depuis aujourd'hui nous posons action, nous pas mettre les gens dans la rue. Pour qui ça? Je pense que si chauffeur taxi il n'est pas logique pour nous bloquer parce qu'il faut au travail, il faut dégager. Moi même son qui soit fait toute vie dans le secteur privé, nous sommes cap dégager occuper à faire. Même réaliser que grand pile l'autre monde dans le pays qui pas de chance là et que moi je vois une plateforme avec des gens qui réfléchissent même gens avec qui pensaient que faut nous créer plus d'opportunités pour jeunesse là parce que nous avons jeunesse là plus de 200 000 petits qui graduent qui à l'université qui passent baccalauréat qui n'ont pas de travail pour eux. Et bien moi-même, comme des qui sortent dans le secteur privé, qui ont qui gens pour me créer travail, je mets tête ensemble avec l'autre citoyen conséquent pour nous faire complot honnête, pour nous créer une opportunité pour que la jeunesse travaille. L'entrepreneur Jerry Tardieu et le juriste Luc Mandelil se sont présentés à la députation pour les circonscriptions de Pétionville et de Carrefour. Le propriétaire de l'hôtel Royal Oasis se porte candidat sous la bannière de la plateforme Vérité, alors que l'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince s'apprête à concourir sous la bannière du consortium national des partis politiques. Ils se disent animés dans le vibrant désir de changer le quotidien des plus pauvres de la société. Suivons-les au micro de Jean-Alens Macajou. Je fais choix aujourd'hui pour m'aller comme candidat député Pétionville parce que je pense que le Parlement son force. Parce que le Parlement est capable, à la base, d'un effort pour changer le pays. Le Parlement, son côté mérité pour moun réfléchir, son côté mérité pour moun encadrer, son côté mérité pour moun considérer, parce que la révolution a cherché pour nous côté changement dans le pays, il a commencé dans le Parlement. Le pays a besoin de bonnes lois, pour jouer une bonne loi, il faut jouer un bon parlementaire,
pour jouer un bon parlementaire, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent, qui comprennent, qui sont capables, qui décident pour engager dans le pays. Pour engager. Nous choisissons ça, nous candidat député Pétionville, m'annonce le jeudi, moi dis tout le monde Pétionville, ça pour qu'on fait 4, elle fait 4. On ne pas plaindre. Les bails ou pas bon nous plaindre, nous pas droit plaindre si nous pas voter. Les arrivés, elle fait 4 nous, rentrer 4 nous, préparez-nous pour nous voter. M'a dit presse là, merci, m'a dit moun Pétionville, préparez-nous, nous t'a souhaité une élection qui passe dans le calme, dans le respect, dans la sérénité. On moun qui doit adversaire, il pas ennemi. On moun qui doit pas dans même camp avant, mais ça va veut dire que sont ennemis pour ça. L'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de ce secteur, combien important dans le domaine de la médecine. Par cette démarche, la TMLH se veut attirer l'attention de la population sur le travail qu'effectuent ces techniciens auxiliaires des médecins au bénéfice des patients. Suivons Betty Alexandre, membre de la TMLH. Travail technicien de laboratoire public là en général pas trop connaît. Là on dit au monde on travaille dans le milieu médical. Si on sont dans son première question on a dans sa poser est-ce que c'est un médecin? Si on c'est une fille, première question on a dans sa poser est-ce que c'est une infirmière? Mais yo pas connaît si gagne l'autre monde qui travaille dans le domaine médical tant que technologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Donc, semaine ça, nous voulons profiter de lui pour nous parler de laboratoire d'analyse médicale, pour nous faire connaître qu'il y a l'autre secteur qui travaille dans le domaine médical. Donc, le fait l'hôpital, ce n'est pas seulement médecin qui vient, ce n'est pas seulement infirmière là, mais il y a une autre catégorie de professionnels parmi lesquels les technologistes médicaux. Nous sommes capables de dire association très jeune, mais nous commençons. Donc, ça, nous, une perspective nous gagne, nous commencer, c'est aller dans tout département pour faire connaître qui ça un professionnel de laboratoire et qui ça nous fait. Et pour semaine ça, en plus de l'activité nous gagnons pendant semaine, mais vendredi, nous avons une journée de conférence qui a fait dans Ritz-Kinam 2, côté nous avons des intervenants, des professionnels de laboratoire, des médecins biologistes qui vont parler de importance du laboratoire dans le domaine médical et j'en ai dit à bien au documentaire qui a tourné peut-être dans ce maintenant il va disponible pour passer sous médias. Mais aujourd'hui on a voulu faire une journée de sensibilisation, inviter la presse pour les gens captant des radios, captant des télévisions, qu'on ait une semaine qui est dédiée à technologistes médicaux et ensuite pour les gens va profiter de semaine ça pour qu'on ait qui travaille les technologistes médicaux fait. Le métier en soi a déjà toute sa valeur, explique Abdes Charlotte, coordonnateur de l'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti. Mais ce qui leur fait défaut, c'est le manque de visibilité. Les membres de la TMLH veulent parcourir les départements dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation du métier. Abdes Charlotte. Moi, pas trop aimer leur dire revaloriser parce que il y a toute valeur. C'est plutôt que visibilité besoin. Exactement. N'a augmenté, n'a fait mon connaître que dans le système de santé il y a des mondes qui est extrêmement important qui travaillent au niveau de la cuisine. Même gens leur arrivent dans un restaurant où est serveur là. Mais est-ce que ouais chef qui prépare le plat? C'est la même chose. Le médecin suppose et le laboratoire confirme ou infirme la supposition du médecin. Ce maintenant, officiellement, c'est commencé lundi. Côté que nous avons des activités que nous avons commencé à faire. Par exemple, matin, nous, avec la presse, et nous comptons passer dans plusieurs émissions télévisées et radiophoniques, et aussi qui a diffusé sur Internet. Et nous gagnons une série de formations actuelles qui a fait après-midi à partir de 2h dans le local ESNATEC, c'est École supérieure de nursing appliquée de technologie médicale, qui trouvait dans Delma 29, rue Simon Gradel, numéro 7 bis, je crois. Donc, et nous gagnons vendredi, nous avons une grosse journée qui a commencé à partir de 8h, côté qui a gagné un paquet d'activités, dans exposition et des différents
agences qui vendent matériel avec produits laboratoires. Nous avons des intervenants nationaux et internationaux. Donc, c'est après une journée chargée. Et nous avons un monde qui est très ancien dans le domaine pour témoigner. Et nous avons pour honorer plusieurs mondes avec institutions qui font paquet de travail déjà dans la profession et qui permettent que la profession arrive à côté de aujourd'hui. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Face au drame de l'immigration, il faut s'attaquer au fond du problème, sans démagogie. C'est en substance ce qu'a martelé le chef du gouvernement italien devant le Parlement ce mercredi matin, alors qu'un sommet européen extraordinaire est prévu demain jeudi. Il faut donner une réponse qui ne soit pas seulement une réaction émotive, a souligné le dirigeant italien. Quand une personne se retrouve au point de risquer sa vie, quand une personne met sa vie en danger parce qu'elle doit fuir une situation où l'on décapite les gens autour d'elle, décourager les départs ne se fait pas avec une déclaration de principe, a déclaré Matteo Renzi. Cela se fait par le biais du haut représentant des Nations Unies pour les réfugiés au Niger, au Soudan. Cela se fait en intervenant dans les territoires. Alors que de nombreux migrants d'un chalutier auraient été enfermés dans des cales et seraient morts noyés le week-end dernier, Matteo Renzi a qualifié les trafiquants d'êtres humains d'esclavagistes du XXIe siècle. Les combattre n'est pas seulement une question de sécurité ou de terrorisme, mais de dignité humaine, a déclaré le dirigeant italien. Des centaines de migrants continuaient à débarquer ce mercredi sur les côtes italiennes. Ceux-ci ont été secourus en pleine mer par la marine militaire alors que leur bateau commençait à prendre l'eau. Ils sont arrivés ce matin dans le port sicilien d'Augusta. Depuis le début de l'année, 22 000 migrants sont arrivés en Italie selon l'Organisation internationale pour les migrations, un chiffre stable par rapport à l'an passé. En revanche, le nombre de morts en Méditerranée a été multiplié par 30, déjà 1750 victimes. Une hécatombe que beaucoup attribuent à la fin de l'opération de surveillance et de sauvetage Mare Nostrum, financée par l'Italie à hauteur de 9 millions d'euros par mois. C'est 3 fois plus que l'opération Triton, pilotée par l'agence européenne Frontex, qui a pris le relais depuis novembre dernier. Réunis demain en sommet extraordinaire, les 28 pourraient décider de doubler les moyens de cette mission. Un projet d'attentat imminent visant une église évité à Paris. Et c'est un peu par hasard que les autorités françaises ont permis de déjouer les plans d'un étudiant de 24 ans. C'est après avoir sollicité les secours pour une blessure à la jambe que ce jeune homme arrivé d'Algérie en 2009 a été arrêté. Le suspect était déjà connu des services de renseignement pour ses velléités de départ en Syrie. La police a donc perquisitionné son véhicule et son domicile et finalement mis au jour ce projet d'attaque. Dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle, un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Par ailleurs, l'ADN du jeune homme a été retrouvé dans la voiture d'une femme de 32 ans découverte morte dimanche dans son véhicule. Une professeure de fitness originaire du Nord mais en stage dans la région parisienne. L'étudiant est donc aussi soupçonné d'être impliqué dans ce meurtre dont les circonstances restent encore à élucider. Cette nouvelle affaire est un nouveau coup dur pour la France qui fait déjà face à une menace terroriste sans précédent depuis janvier dernier et les attentats contre Charlie Hebdo et une épicerie cachère. La Commission européenne adresse un carton rouge à Gazprom. Le géant gazier russe est officiellement accusé d'abus de position dominante, de surfacturation et d'entrave à la concurrence. 8 pays auraient été victimes de ces agissements, notamment la Pologne, la République tchèque, la Lituanie et la Hongrie. L'enquête de la Commission ouverte en 2012 révèle que Gazprom empêchait ses clients européens de revendre du gaz à d'autres pays et qu'il appliquait pour certains des tarifs bien plus élevés. Le géant gazier, qui s'expose à une lourde amende, a jugé infondées les accusations de l'Union européenne. La Pologne a l'intention d'acquérir des missiles solaires patriotes américains pour une valeur estimée à 5 milliards de dollars. Les négociations avec l'américain Raytheon doivent débuter en mai. Il s'agit du plus important contrat militaire de l'histoire de l'armée polonaise. La Pologne avait le choix entre les patriotes américains et une offre du consortium européen Eurosam.
Le président Bronislaw Komorowski a annoncé la décision de Varsovie mardi. Elle intervient dans un contexte où la tension monte avec la Russie sur fond de conflit dans l'est de l'Ukraine. Je voudrais souligner la question d'urgence à cause du danger et des menaces dans notre zone immédiate, a déclaré le président polonais. Il est très important que nous ne perdions pas de temps et que nous prenions des décisions rapidement. Varsovie a également décidé d'acheter les hélicoptères européens H-225 Caracal d'Airbus, rejetant les offres de l'américain Sikorsky et l'italo-britannique AgustaWestland, un contrat évalué à 2,5 milliards d'euros. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.